Alors, chers amis auditeurs du Mouvement Action Justice, bonjour. Alors, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous mensuel portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la justice, de la jeunesse au Québec. Protection de la justice, ça serait bien, ça. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée CFDPJ. Il me fait toujours plaisir d'être avec vous sur Radio Centre-Ville 102,3 FM et de seconder ou remplacer le dernier vendredi du mois Monsieur Hadj Zitouni dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Aujourd'hui, il s'agit de la première de l'édition 2015-2016 de notre émission. Et avec moi, pour m'accompagner, comme toujours, M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et notre habituelle référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Prêt pour l'édition 2015-2016? Absolument. Nous aurons aussi, une fois de plus, la chance d'avoir au cours de l'émission un entretien téléphonique avec Mme Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Il sera plus qu'intéressant d'entendre son opinion et de considérer sa perspective dans le contexte de notre sujet du jour, c'est-à-dire face aux abus du système de protection de la jeunesse au Québec. Une enquête publique est-elle encore nécessaire? La question se pose. J'ai vraiment hâte d'aborder ce sujet puisqu'on en a tellement parlé au cours des dernières années. Mais auparavant, j'aimerais souligner que si vous désirez, comme toujours, nous envoyer vos commentaires, nous faire part de vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centre-Ville @hotmail.com ou encore par la poste si vous le désirez à CFDPJ, c'est-à-dire SAIVDPJ 354 Joseph Germain à Bois-des-Filions, code postal J6Z4J1. Donc CFDPJ 354 Joseph Germain, Bois-des-Filions, Québec, J6Z4J1. Or, maintenant, avant d'entendre le point de vue de chacun, j'aimerais aborder le contenu d'un article paru dans le Journal de Montréal du 7 septembre dernier et qui titrait « Suicide au centre jeunesse Huberdeau. Le coroner déplore le manque de pédopsychiatres. » Donc, c'est un article qui était produit par l'agence QMI. Et si vous permettez, je vais vous lire cet article-là parce qu'il n'est pas tellement long. Ce qu'on va en dire va être un petit peu plus long. Donc, ça va comme suit. On dit, le bureau du coroner déplore le manque de pédopsychiatres et le manque de formation des éducateurs à la suite du suicide en 2014 de Mathias Boivin, âgé de 16 ans. Un deuxième en l'espace de quelques mois au centre jeunesse Huberdeau dans les Laurentides. Le premier ayant été M. Guillaume Crépeau-Bonnier, dont je vais parler un peu plus loin. Selon le rapport, l'adolescent admis en 2011 avait des problèmes de comportement, de nature sexuelle, et il était encadré à l'Institut Philippe Pinel et suivi par des psychiatres. Avant de passer à l'acte, c'est-à-dire de s'enlever la vie en août 2014, la surveillance auprès de Mathias a diminué à tel point qu'il y avait un manque de communication entre l'équipe soignante et les éducateurs. Le rapport note que l'ado faisait des gestes de strangulation, avalait des punaises et des morceaux de céramique. Mathias a été conduit à 7 reprises à l'hôpital de Saint-Jérôme, un mois avant sa mort. En mars 2014, un adolescent de 15 ans avait mis fin à ses jours dans ce centre. Et encore une fois,
Il s'agit bien sûr du jeune Guillaume Crépeau-Bonnier. On se souviendra que ce jeune-là s'était suicidé le 9 mars au centre jeunesse Huberdeau. En fait, il s'était pendu avec sa ceinture dans une douche. Une histoire sordide. Et puis, mais ce jeune-là attendait déjà depuis le 18 juillet 2013 d'avoir des services. En fait, dans l'article de journal de l'époque, on disait que le 18 juillet, un juge de la Cour du Québec avait ordonné que Guillaume Crépeau-Bonnier reçoive des services psychologiques, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à son suicide. Alors, finalement, il n'y a jamais eu le type de service dont il avait besoin. Ça a pris 8 mois et puis finalement, il finit par s'enlever la vie. Alors, on sait dans ce cas-là que sa mère, Mme Corinne Bonnier, je pense, avait fait des démarches pour poursuivre la DPJ pour justement pour les événements en question. Maintenant, on sait que, par exemple, aussi, au moment où ça s'est arrivé, il y avait 2 intervenants qui étaient présents dans son unité, là, puis ils ont rien vu. Ça, c'était sorti, ça, l'article le 19 mars 2014, comme tel. Maintenant, si je reviens à l'article qui nous concerne, le plus récent, celui du 7 septembre, on dit « Il est recommandé au Centre intégré », et ça c'est le coroner, il est recommandé au Centre intégré des services sociaux des Laurentides de prendre des mesures afin de réduire les délais d'attente pour la population jeunesse en santé mentale. Peut-on lire dans le rapport. Un jeune ayant besoin de suivi d'un pédopsychiatre doit attendre en moyenne 260 jours pour recevoir des soins. C'est 9 mois, ça. C'est pas des farces, là. On parle de 9 mois. Et dans le cas du jeune Bonnier qui s'était suicidé dans le même temps, on parle un petit peu avant, en mars, lui c'était 8 mois. Ben voyons donc, 8 mois. Tu sais, ça n'a vraiment pas de bon sens. Des cas isolés, pensez-vous? Bon. Le docteur Yves Lambert, médecin au centre jeunesse, en centre jeunesse, nous apprenait en mars 2015, dans un autre article de journal, le 25 mars 2015, nous apprenait, suite à une étude menée auprès de 315 adolescents hébergés dans 7 centres jeunesse, que les jeunes des centres jeunesse tentent de mettre fin à leur jour presque 3 à 4 fois plus que les autres adolescents. En fait, 33% des filles et 19% des garçons avaient fait une tentative de suicide dans les 12 derniers mois. Ben, voyons donc. Alors, qu'est-ce que vous pourriez en déduire, s'il vous plaît? Ce qu'on en déduit, c'est que les services sont totalement inadéquats. Et en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que la sécurité et le développement de l'enfant, thème si cher à la DPJ, sont loin d'être préservés dans les centres jeunesse. Alors, on peut résumer que l'État québécois qui prétend de pouvoir faire mieux que de nombreux parents, finalement, s'avère d'être absolument inapte à s'occuper des adolescents en difficulté. Absolument. De l'autre côté, j'aimerais souligner un autre aspect. Nos grands-parents, même nos parents, n'ont pas vécu dans une telle société où les suicides des jeunes étaient aussi présents, aussi presque quotidiennes. J'aimais beaucoup
un livre de Christopher Lasch, un Américain, notamment dans son œuvre La culture du narcissisme. Bien sûr. Dans le chapitre Société thérapeutique, il critique cet acharnement thérapeutique sur la population en général. Dans notre monde qui se dit développé, qui se dit extrêmement sensible, etc., mais finalement, en fin de compte, on se fout l'un de l'autre et le résultat est que nos jeunes n'ont jamais été aussi perdus qu'aujourd'hui. Ah, ça c'est évident. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de pédopsychiatres ou plutôt à revisiter notre conception de la famille, notre vision de la vie, etc. C'est possible. C'est un point de vue qui est intéressant. Et aussi, on peut se demander... Parce que nos grands-parents n'ont jamais consulté des psychiatres. On n'avait jamais besoin de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème de santé mentale. Non, évidemment. Mais ceux qui étaient atteints d'un trouble... la société a pris soin d'eux. D'une manière, évidemment, il y avait des excès, surtout du côté des médecins. Ouais. Mais les familles, des soignants. Les familles aussi étaient beaucoup plus tissées serrées. De grandes familles, les gens s'occupaient l'un de l'autre dans les familles. Hein. Alors, même les problèmes de troubles pas trop aigus était beaucoup moins prononcé dans une société encadrée, bien pas rigide, je dirais pas rigide, mais avec les références bien définies, bien déterminées. Ouais. On peut se dire aussi que les cellules familiales étaient très actives. Voilà. Chaque cellule familiale était très active pour aider ses membres. Hein. Il y avait un problème de santé mentale, il y avait une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Les familles s'occupaient de leur monde. C'est ça. Mais malheureusement, nous vivons dans une telle réalité et nous déplorons des conséquences de tout ça. Ah, absolument. Alors, notre société thérapeutique affiche un grand manque de spécialistes en psychiatrie pour nos jeunes. Ouais. Mais il y a de l'autre côté, la DPJ enlève souvent les enfants sous prétexte que les parents négligent les soins. Parce qu'ils n'ont pas d'accès aux spécialistes. Mais quand c'est la DPJ qui n'a pas d'accès, alors la DPJ prétend que ils n'y peuvent rien. Pour les parents, ça compte pas. Non, ça compte pas, effectivement. Mais et on voit que c'est pas rose en centre d'accueil. Si je reprends, on voit comment c'est arbitraire. Ah, absolument. Écoutez, dans l'étude du docteur Lambert dans les centres jeunesse paru en mars 2015, il soulignait que la consommation problématique d'alcool et de drogue des jeunes en centre jeunesse atteint 45%, alors que les pires cas dans la population générale représentent 5% des jeunes. Oui. Donc, quand même, tu sais. Oui. On en a déjà parlé, d'ailleurs, à l'une des émissions. Est-ce que c'est causé parce que c'est un échantillon de la population en difficulté, ou on peut aussi soulever une autre question? Est-ce que le traumatisme provoqué par l'enlèvement de ces enfants, par leur emprisonnement, parce qu'il faut parler de l'emprisonnement arbitraire, les enfants perdent tous les repères, évidemment, ils perdent leur famille, alors c'est sûr que la détresse sera accentuée d'une manière exponentielle. Absolument. Alors c'est la drogue, c'est la prostitution qui sévit dans les centres jeunesse. Et voilà les suicides. Et même des problèmes de santé physique. Hein. Le docteur Lambert soulignait qu'on y voit des problèmes de santé physique et psychologique, des tendances suicidaires et de l'automutilation, la dépendance aux drogues et à l'alcool. On dit que la santé des jeunes hébergés en centre jeunesse est plus fragile que celle des autres jeunes. Comment les enfants peuvent s'aimer
ou peuvent ne pas se détester, ne pas détester leur vie et toute la société, puisque la société leur dit vos parents sont méchants, vos parents, ils les endoctrinent, il faut, la DPJ fait le lavage du cerveau aux enfants dont qu'ils ont enlevé à leurs parents en leur disant vos parents vous aiment pas, vos parents sont méchants, vos parents, etc. Ouais. Alors l'enfant ne peut que déprimer. Alors, c'est un discours qu'on entend souvent. Et si je reviens sur l'étude, on disait que on apprend que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre d'accueil, en centre jeunesse, là, présentent au moins une problématique de santé mentale et que 55% ont plus de 4 problèmes. Donc, on parle pas d'un endroit nécessairement très sain, de toute évidence. Hein? Alors, on peut conclure, premièrement, la DPJ n'apporte aucunement l'aide aux jeunes, ni le soin, même si peut-être l'échantillon est vraiment des cas de troubles de la population qui sont rassemblés, regroupés. Mais est-ce que l'État qui prétend de pouvoir faire mieux que leurs parents, les aider, ces jeunes-là, est-ce qu'il le fait vraiment? Mais non, évidemment que non. Et même le coroner le constate. Ah, il le constate définitivement. C'est sûr qu'il y a vraiment un problème au niveau des centres. Et ça coûte des milliards, C'est très, très cher. Une vraie industrie. Ah, bien sûr. Et c'est un système qui s'entretient. On peut facilement voir que on s'organise pour aller chercher des sous là-dedans. C'est-à-dire qu'alors qu'on pourrait aider des jeunes à domicile, supporter leurs parents, à garder leurs jeunes avec eux, leur apporter une aide, les supporter davantage. Non. On préfère les tirer et les mettre en centre jeunesse ou les mettre en famille d'accueil parce qu'on va chercher des sous aussi de cette façon-là. C'est ça. On va demander une pension aux parents, là, tu sais, là-dedans, puis on y coupe son allocation familiale. Alors, les parents naturels reçoivent une aide symbolique de l'État en difficulté, tandis que la famille d'accueil reçoit un salaire. Oui. Alors, où est l'équité dans tout ça? Absolument. Et où est le bon sens, finalement? Hein? Ah non. Écoutez, avec les 2 suicides de jeunes à Huberdeau là, en 2014, vous vous dites, et là je m'adresse à nos auditeurs, vous vous dites que la qualité des services est épouvantablement déficiente dans les centres jeunesse des Laurentides? Détrompez-vous. Le gouvernement leur a octroyé un grand prix pour la qualité de leurs services le 13 novembre 2014. C'est ça, on en a parlé aussi à l'émission. C'est à n'y rien comprendre. Hein. C'est vous comme parents, et on disait à quel point le gouvernement et notre État québécois nous prend pour les cons. Absolument. 2 suicides dans la même année, bravo, on donne un prix pour la qualité de tes services. Ben voyons donc. T'sais, vous comme parents, là, vous oseriez attendre 260 jours ou 9 mois avant d'offrir un service d'aide psychologique nécessaire à votre enfant? Ben, le DPJ pourrait définitivement s'appuyer sur l'article 38, comme je le disais tout à l'heure, de la loi de la protection de la jeunesse. Pour vous accuser de négligence, de compromission et affirmer que la sécurité et le développement de votre enfant sont compromis. Techniquement, là, vous pourriez vous faire retirer votre enfant, là. Un centre jeunesse fait la même chose. Non seulement on ne le sanctionne pas, mais on pourrait lui accorder un prix pour la qualité de ses services. Personnellement, je le dis sans détour, je trouve ça répugnant. D'ailleurs, lors de son passage à notre émission, là, Mme Karine Bonnier, là, puis je soulignais tout à l'heure, annonçait qu'une poursuite, qu'elle avait entamé des poursuites en justice contre les centres jeunesse d'Huberdeau. Nous essaierons de nous informer d'ici la prochaine rencontre des développements là, dans ce dossier-là, de façon à pouvoir informer la population. Il faudrait pouvoir compter sur une vraie justice et non pas sur une farce qu'on a ici. Que le gouvernement nous sert ici. Dans les chambres jeunesse de la Cour du Québec, la majorité des juges, la majorité absolue, écrasante, c'était des anciennes chefs de contentieux des centres jeunesse. Alors, les avocats qui ont monté ce système, qui ont eu le mérite, étaient nommés le juge pour perpétuer et pour accorder à la DPJ l'impunité pour ces crimes.
Voilà. Alors, comment vous voulez qu'une pauvre famille, une pauvre mère de l'enfant puisse obtenir quelque justice que ce soit? Impossible. Ah, effectivement. Alors, voilà où on est. Ouais. Je sais que je sais que Mme Bonnier a reçu un rapport du coroner. Jusqu'où ça va? Bon, c'est ce que nous verrons. En même temps aussi, jusqu'à quel point on peut se demander les recommandations des coroners sont aussi considérées. Hein? Si on considère pas une ordonnance d'un juge qui dit ce jeune-là a besoin d'aide psychologique, vous devez leur donner, on prend 8 mois avant de lui donner, puis finalement on lui donne jamais, puis il se suicide. Ben là, qu'est-ce que les centres de jeunesse vont faire? Des recommandations des coroners. Combien de fois c'est arrivé qu'un juge ou une juge qui ne marchait pas complètement avec le système s'est insurgé, a fait un grabuge, et finalement elle a été rabrouée. Wow. Madame Ruffo. Oui, c'est ça, on parle de la juge Ruffo. Absolument. Alors, et par Gisèle, il y a bien d'autres juges qui ont essayé de faire respecter leur jugement, mais c'est eux les fautifs. Absolument. Les juges qui ne respectent pas le système sont des éléments indésirables. Absolument. Écoutez, merci M. Stoll. Avant de passer au sujet central de notre émission, je vous propose, chers auditeurs, après notre petite montée de lait, une petite pause et on se revoit pour notre thème central avec un invité surprise. Merci.
Alors, chers amis, nous sommes de retour avec notre sujet du jour. Face aux abus du système de protection de la jeunesse au Québec, une enquête publique est-elle encore nécessaire? Le 25 novembre 2013, Lise Ravary, dans le journal de... Monsieur Boisvene. Oui. J'aimerais corriger votre tir. Oui. Il ne faut pas poser la question, est-ce qu'elle est nécessaire, l'enquête? Mais est-ce qu'elle est possible? Alors, c'est ce que nous verrons. Ça fait partie de notre débat. Donc, effectivement, je disais donc le 25 novembre 2013, Lise Ravary, dans le Journal de Montréal, titrait « Vite une commission d'enquête sur la DPJ, un État dans l'État. » Bon, ça dit bien ce que ça dit avec tous les sous-entendus. D'ailleurs, Mme Ravary n'avait pas élaboré du tout là-dessus. Il y avait un titre et pratiquement rien dans l'article. Mais voyons ce qu'en pense Madame Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Madame Bouchard, êtes-vous avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue une fois de plus à l'émission. Oui. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous m'avez entendu? Je vous ai entendu. Oui, croyez-vous qu'une enquête publique soit encore nécessaire? Et M. Stone parlait de possible, mais pour l'instant, croyez-vous qu'une enquête publique soit encore nécessaire face aux abus du système de protection de la jeunesse au Québec? Bon, je dirais 3 fois oui. OK. Oui, je vous le dis, déjà, en 2005, lorsque le projet de loi 125 a été lancé, a été soumis, oui. Il y avait un comité de misère présidé par Maître Patrice Urtubise, entre autres. Patrice Urtubise. Oui, Dominique Trahan et tout. Mm-hmm. Maintenant, on disait, eux autres prétendaient que vraiment, ils posaient beaucoup d'interrogations concernant le projet de loi qui déjà redonnait encore davantage de pouvoir à la DPJ. D'accord. Puis, ils prétendaient que la DPJ aurait des coudées plus franches, imaginez. Mm-hmm. Ensuite de ça, ils préparaient la boîte de garage pour les parents et les ados, évidemment. Uh-huh. Finalement, ce monsieur-là prétend, d'après la vérification des dossiers, on parle justement de cas qui existent, d'abus sexuels ou autres mauvais traitements. Ouais. La vérification, eux autres, d'après leur enquête, les cas d'abus sexuels ou de mauvais traitements de la Chambre jeunesse représentaient environ seulement 20%. Seulement 20%. 80% des dossiers où l'on parlait des gens mal pris, pauvres, des gens dans le besoin. Oui. Projet de loi, imaginez-vous donc, dans le projet de loi, effectivement, le service aux parents était donné par les CLSI. Alors, la DPJ se lavait les mains, dans le cas des parents, ne donnait aucune aide. Alors, il me semble que c'est un chariot à 3 roues, là. Ouais. Je veux dire, ils se sont débarrassés de cette chose-là. Alors, puis là, si le CLSC ne peut pas donner aux parents parce qu'ils sont... le service aux parents, oui. Alors, l'enfant s'en va directement à l'adoption ou à l'abandon. Ah bon? Alors, c'est ça, dans le projet. Il relevait cette problématique. Cette lacune-là. Excusez. Alors, je pense, en tout cas, plus je lis des choses, des revendications qu'on a fait. Nous, on avait fait 14 demandes au ministre Couillard on avait soumis les demandes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Oui. Par exemple, créer une commission d'enquête, ça, c'était évident. Mm-hmm. Ensuite de ça, que la loi modifie la protection de la jeunesse, la loi de la protection de la jeunesse, rend obligatoire dans la loi le recours aux familles élargies, aux grands-parents
si les parents sont absolument dans l'impossibilité d'en prendre charge, et ça, avant de considérer l'utilisation des ressources étrangères. Alors, je pense pas que ça se faisait et ça se fait encore moins actuellement. D'accord. Les grands-parents n'ont aucun recours et n'ont même pas le droit d'assister aux audiences. Alors, les droits, on parle d'une société de droit. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une société de droit alors que les familles sont refoulées, les liens sont coupés de façon drastique et on ne donne aucune chance à ces personnes de faire valoir leur point de vue, même de parler au juge pour établir la situation, les liens qu'ils ont avec l'enfant. Mm-hmm. C'est ça, aussi, on demandait que les services de signalement, que la réception des signalements de services d'aide et de médiation aux enfants et aux familles soit décentralisée et éventuellement attribuée au CLSC, ce qui atténuerait le caractère impersonnel de ces interventions, serait laissé au centre jeunesse les services institutionnels et familiaux, étant bien entendu qu'une obligation de sélection d'encadrer et de supporter plus assidûment et professionnellement ces dernières ressources qui pourraient être regroupées sur une base sous-régionale. Alors, on avait 14 demandes assez importantes là, pour... Si je ne m'abuse, dans le cas actuel, si le CLSC rencontre des besoins en particulier dans le cas d'une apparence compromission là, une apparente compromission là chez un jeune, il réfère à la DPJ pour l'évaluation. C'est pas eux qui le font. Il y a aussi une autre chose qui est très importante. En tout cas, je vous en communiquerai après le résumé. Une exigence stricte soit imposée sur la nomination des juges de la Chambre de la jeunesse. Ces nominations devraient être sous la responsabilité d'un comité élu de l'Assemblée nationale. Les candidats devront avoir des qualifications particulières en sciences humaines, en plus d'une formation de deuxième cycle de droit. Alors, ça solutionnerait énormément le problème de conflit d'intérêts, de la nomination d'avocats issus du système de protection de la jeunesse déjà, là. Oui, c'est ça. Alors, il y a énormément de choses qu'on pourrait travailler sur ça. Mais ça nous amène à se questionner, est-ce qu'il s'agit vraiment de dérapage ou de négligence en particulier, ou est-ce que le système est mal foutu, mal conçu? Est-ce que la loi est une loi bonne, comme on entend souvent dire, ou la loi est une loi d'exception qui viole à la base les droits fondamentaux des enfants et de la famille? Il faut se questionner à la base, il faut se poser cette question-là. Mm-hmm. Nous prétendons que la loi est mal foutue, viole systématiquement, expressément et intentionnellement les droits fondamentaux des enfants. Ce fait a été confirmé par le jugement de la Cour suprême du Canada le 13 octobre 2000, qui, 10 jours avant l'entrée de la loi sur les crimes contre l'humanité, a autorisé, ou comme autorisé la DPJ à assumer le rôle arbitraire que la loi lui décerne, c'est-à-dire la DPJ joue le rôle d'enquêteur, de juge de sa propre enquête et l'exécutant de son jugement. Alors, accumulation de ces rôles, et évidemment, et de toute... c'est un pouvoir arbitraire. Par définition, n'est-ce pas? Aussi, ce jugement de la Cour suprême du Canada a rendu inopérant les garanties juridiques de la Charte canadienne des droits et libertés. Okay. C'est-à-dire, la Cour suprême recommande
aux tribunaux saisis des dossiers relevant de la protection de la jeunesse de ne pas tenir compte de ces garanties juridiques. Alors, désolé, il y a évidemment d'autres forfaits que la Cour suprême du Canada a commis, comme le déni de la personnalité juridique de l'enfant, substitution de l'État à la personnalité juridique de l'enfant, etc. Mais dans ce contexte-là... Alors, il est évident que la Cour suprême du Canada a cherché à déresponsabiliser l'État canadien et l'État québécois des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis et qu'ils commettent quotidiennement. Parce qu'un des crimes... Avec la loi de la protection de la jeunesse. Avec la loi de la protection de la jeunesse, qu'eux-mêmes disent la loi d'exception. OK? C'est eux-mêmes qui le qualifient. Et la loi d'exception veut dire la loi qui ne respecte pas les droits fondamentaux. OK. Qui déroge à la charte. Ouais. OK? Alors, comment est-ce possible que nos gouvernements, que nos élus tolèrent que dans notre pays prétendument aussi développé, aussi respectueux des droits et libertés, puisse exister une organisation, un organisme et un système de justice, parce que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui agit à huis clos, n'est qu'une cour d'exception, encore une fois, qui devrait, en vertu des droits de l'homme, être abolie, tout comme les dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse qui viole les droits fondamentaux des enfants, devraient être abolies. Alors, comment est-ce possible qu'on ferme les yeux, qu'on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'ai rencontré au moins une douzaine de députés en leur exposant les faits. Oui. OK? Ils plient la queue et ils se sauvent carrément. Personne n'ose de s'attaquer à ce monstre qui est actuellement la protection de la jeunesse, qui est devenue cette loi. Imaginez, M. Boivin, en 2004, au 25e anniversaire de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse, la DPJ ou les centres jeunesse, dans leur bilan annuel, ont constaté que au-delà d'1 million d'enfants ont pu bénéficier de la protection de la loi sur la protection de la jeunesse. Imaginez-vous, on est rendu à plus que 35 ans de l'existence de la nouvelle loi. Au 25 ans, c'était au-delà d'1 million d'enfants. Si la loi était reconnue comme la loi inconstitutionnelle, violant les droits fondamentaux des enfants et des parents, est-ce que le Québec serait en capacité de dédommager ces millions de victimes ou non? Oui, poser la question, c'est y répondre. Vous en pensez quoi, Mme Bouchard? Je vais encore compléter. Vous voulez ajouter? Droit international, pour les crimes contre l'humanité, la victime a le droit minimum à un dédommagement minimum $30,000. Alors, imaginez, c'est pas seulement des enfants, ce sont des parents, ce sont des grands-parents, la famille immédiate de chaque victime qui devrait être considérée comme victime. Oui. Alors, imaginez combien de personnes ça représente à dédommager. Ah, c'est énorme. Et même si 30 millions n'est réservé que pour les pays pauvres au Canada, les victimes de crimes forfaits, des forfaits criminels de la part d'un agent de l'État, n'a pas de limite de dédommagement. OK. Il n'y a pas de limite. OK. Donc, il pourrait y avoir de très grandes... qui a été torturé et la GRC s'est rendue comme coupable de le livrer à la CIA. Embarcadère? C'est ça. Il a été dédommagé à 11 millions, je pense, 10,5 millions. Alors, on est rendu à un point tel que le gouvernement,
l'État québécois, l'État canadien ne peuvent agir. Ils doivent courir vers l'avant pour se sauver de ses responsabilités. Okay. Donc, ce que vous nous dites, M. Stoltz, c'est que selon vous, même si on faisait une demande pour une commission d'enquête sur la DPJ, il n'y en aurait pas. Parce que vous dites que le gouvernement fait tout pour qu'il n'y en ait pas, puisque ce serait un monstre, ça serait trop difficile à gérer. Oui. Okay. Les orphelins de Duplessis, c'est rien ça par rapport aux enfants de la DPJ. C'est pas seulement un scandale, c'est abomination totale de notre société prétendument moderne et développée. D'ailleurs, je voulais juste citer dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par le Canada le 19 mai 1976, ce qui est un pacte engageant l'État qui ratifie au niveau international, ça devient obligatoire. Okay. Ça l'engage. Ce sont des droits de l'homme de première génération, qu'on appelle ça. Oui. Dans l'article 2, au paragraphe 2, Canada s'est engagé à prendre en accord avec les procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte les arrangements qui devraient mettre à l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus par le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. Okay? Ouais. Canada avait déjà en vigueur certaines garanties juridiques de droits fondamentaux, évidemment, mais au paragraphe 3, alinéa A, le Canada va se garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés dispose d'un recours utile, alors même que les violations auraient été commises par les personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Okay. Nous avons déposé une pétition au Parlement, dont vous-même vous étiez co-signataire, évidemment. La pétition a été déposée par M. Molker. Oui. Nous attaquions le jugement de la Cour suprême du Canada. Ça remonte à environ... C'était en 2010. C'est ça. 5 ans. Et nous avons demandé une enquête publique du Canada. Évidemment, le ministre de la Justice de l'époque s'est dérobé de ses responsabilités en nous répondant que ça relève des compétences de la province du Québec, mais en complètement oubliant la première partie, le jugement de la Cour suprême du Canada, qui relève de la compétence du Parlement, évidemment. Ce n'est que le Parlement qui peut renverser le jugement qui empiète sur les compétences qui ne lui appartiennent pas, c'est-à-dire la Cour suprême du Canada n'a aucun droit d'abolir à une partie de population qui peuvent être définie, c'est-à-dire les jeunes, les mineurs, les garanties juridiques. C'est contraire à toutes les règles de droit et contraire au pacte ratifié par le Canada. Mais dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut penser qu'on peut changer quelque chose à la DPJ sans une enquête publique? Non, absolument pas. Madame Bouchard, qu'est-ce que vous en pensez? Non, bien, encore, l'espoir est très mince. Je vous le dis parce que M. Stoll a rencontré une dizaine de députés. Moi, j'ai rencontré environ 25 à 30 députés, incluant quelques ministres, et on m'a avoué candidement qu'il recevait à peu près 10 à 15 dossiers par semaine de plaintes sur la DPJ. Alors, expliquez-moi, si les 25-30 députés reçoivent, alors tous les députés en reçoivent dans chacun leur comté. Alors, comment se fait-il... Ils en reçoivent une quinzaine chacun, là. Ah, oui, entre 10 et 15. Je pourrais vous en nommer, mais À chaque semaine? Chaque semaine. En tout cas, un député... c'est énorme. Que je ne veux pas vous nommer, parce que il est plus... mais je pourrais nommer quelques députés, puis même un attaché politique d'un ministre. Alors, c'est lui qui recevait qui m'a... avoué carrément
Alors, comment, je lui ai posé la question, comment se fait-il que vous pouvez tolérer que la souffrance que vous voyez dans ces plaintes-là, sans rien dire, puis mettre le couvercle sur la marmite aussi facilement comme vous le faites? Ouais. Parce que là, en fait, moi, je pense que, premièrement, dans une de nos demandes, on avait demandé pourquoi pas un ministère consacré au service de la jeunesse et aux familles. Pourquoi on ne scindrait pas, au lieu de services sociaux englobant tout? Alors, on se trouve à cacher ce ministère-là assez bien avec la santé. Mm-hmm. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est grand temps qu'il y ait un ministre, pas délégué, un vrai ministre, pour le système de la protection de la jeunesse. Oui. Et ensuite de ça, de croire, là, il était de croire que l'ampleur d'un gros budget qui conduit fréquemment et naturellement les gestionnaires à écarter totalement les ressources communautaires, parce qu'il y a beaucoup de ressources communautaires. Nous autres, on était en contact avec des ressources communautaires. Imaginez-vous donc, ces gens-là étaient prêts à nous aider, ils ne comprenaient pas comment ça se faisait que ça se passait comme ça. Bien, ça veut dire que certains, surtout pour les femmes violentées, étaient très au courant du travail de la DPJ, qu'elles dénonçaient en silence. Pourquoi? Parce que si on parle trop fort, la subvention est coupée. Ah oui. Alors, on a... est-ce que c'est encore le droit qui existe dans notre société? Est-ce qu'on vit encore en démocratie? Oui, c'est ça. On bâillonne les gens. On bâillonne, ah oui. Alors, lorsque vous travaillez avec les organismes, c'est là que vous découvrez des tas de choses. Bien sûr. Cet organisme-là, moi, j'ai vu un organisme qu'on était allé, puis il était prêt à vraiment foncer. Et le président qui était ami avec un député, un député à ce moment-là qui était en poste. Au début des années 2000, il y avait une vague de contestation au Québec. Il y avait plein de documentaires, dont le documentaire de M. Arcan. C'était Les voleurs d'enfance. Les voleurs d'enfance, voilà. Il y avait d'autres documentaires comme Les enfants de la DPJ, Les parents de la DPJ, etc. Il y avait un ministre du Québec qui a dit publiquement que pour faire quelque chose, ça prendrait un miracle parce que il y a 7 centrales syndicaux qui sont impliqués dans les centres jeunesse. Ouais. Alors, ce ministre a blâmé directement les centrales syndicaux. Alors, c'est le système qui se protège comme si c'était le mutuellement. problème là, à la base. Là. Je trouve ça un peu facile, là, personnellement. Mais c'est un des problèmes, c'est sûr. Vous le disiez, M. Stolz, à la base, la loi est une loi d'exception. La loi absolument, déjà au départ. Alors, c'est au niveau de législateur où le bas blesse. Ben oui. Absolument. Oui. Ensuite de ça... le législateur... Oui. Vous vouliez dire quelque chose, Mme Bouchard? Oui, excusez-moi, M. Stolz. Je voulais ajouter, on a établi la Commission provinciale des droits de la personne. Oui. C'est un de la jeunesse. Communicant. C'est un vase communicant avec la DPJ. Oui. Absolument. Oui. Vous portez plainte et la DPJ est au courant et vous ramasse en cours avec ce que vous avez dit à la Commission. Ah, c'est pas très fiable. Oui. J'affirme ça, là. Oui, ça fait partie intégrante du système. Le témoignage solide là-dessus, là. Je vous le dis. Il faut se méfier de ça, évidemment. Il faudrait que le directeur, je vous citer un directeur, je ne le nommerai pas. On avait un rendez-vous j'avais organisé un rendez-vous pour aller rencontrer le directeur de la protection de la jeunesse qui il avait manifesté beaucoup d'ouverture dans nos doléances. Alors, j'ai organisé même avec l'association de M. Boivin. Mm-hmm. Et là-bas, on nous a dit, c'est incroyable ce qu'on entend. D'ici une semaine, il va y avoir des changements. Ouais. Alors, au bout d'une semaine, on entend parler de rien.
Alors, moi, je m'inquiète. Je communique avec le directeur. On m'annonce que ce monsieur-là a été muté, ratifié d'un poste. Ils m'ont pas dit ratifié, mais moi, je l'interprète comme ça. C'est ça. Un poste plus important. Alors, dès que quelqu'un veut bouger la dénonciation, on lui offre un poste. On le déplace. On s'organise pour éliminer le problème. C'est comme avec le juge Huberdeau. Oui. C'est ça son nom, n'est-ce pas? Hein? J'ai parlé de vague de contestation, et ce vague de contestation de la politique de protection de la jeunesse a été carrément noyé par notre législateur québécois et par son projet de loi 125 qui a introduit le renforcement de pouvoir arbitraire, de secret, de capacité de l'État à dissimuler ses crimes. Monsieur Huberdeau, alors un avocat qui agissait au nom de Barreau, a dénoncé le dispositif des mesures immédiates que la DPJ peut mettre sous le verrou un enfant pendant 48 heures. Il n'y a aucune limitative. La DPJ peut, théoriquement, répéter ça jusqu'à son âge de 18 ans. Ça a été un des plus fortes critiques. Évidemment, il n'y avait aucun changement qui a été apporté malgré ça. Et M. Huberdeau s'est retrouvé comme juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à Longueuil. Et il a accepté de juger en vertu d'une loi qu'il a critiquée aussi sévèrement et qu'il qualifiait comme inique, comme arbitraire, comme qui permet des choses. L'organisme le plus connu dans l'histoire humaine qui avait un mandat permanent d'emprisonner des gens, de les séquestrer, de les torturer carrément. La DPJ fait la même chose. On peut démontrer les tortures. C'était Gestapo. La DPJ a le mandat permanent. Dans la loi sur la protection de la jeunesse, vous allez lire, c'est le directeur général des centres jeunesse qui signe le mandat d'amener l'enfant. C'est pas le juge, c'est pas la justice qui surveille, qui supervise, non. C'est eux-mêmes. Et je vais revenir encore à une autre conflit d'intérêts primordial et flagrant. La structure organisationnelle de la protection de la jeunesse. Vous avez les centres jeunesse qui sont régis par les directeurs généraux, régionaux. C'est le directeur général du centre jeunesse qui nomme le directeur de la protection de la jeunesse. En parallèle, imaginez le directeur de prison pour adultes, pour les criminels régional, non un chef de police pour lui amener la clientèle. C'est ça ce qui se passe. Et la DPJ a ces pouvoirs arbitraires dont nous avons parlé précédemment, qui ont été autorisés par la Cour suprême du Canada. Alors, le boucle est bouclé. Et le système s'auto-nourrit, là. Absolument. C'est très, très, très bien comparable avec le Gestapo, dans ce sens que c'est la terreur qui règne. La DPJ le reconnaît elle-même, c'est un choc. Dans les rapports subséquents du passé, à plusieurs reprises, ils reconnaissent que ça provoque un choc et pour l'enfant et pour les parents. Absolument. Quand ils embarquent. On voit ce que ça fait chez les jeunes, on voit ce que ça fait chez les parents, on voit ce que ça fait chez l'entourage du jeune et des parents. Alors, est-ce qu'il y aurait un politicien, est-ce qu'il y aurait un mouvement citoyen qui aurait le courage de dénoncer ça, qui aurait le courage de faire quelque chose contre notre Gestapo à nous?
Ouais. Vous en pensez quoi, Mme Bouchard? Ce que j'en pense, là, c'est aussi, on pense à l'imputabilité. Alors, s'il y avait, nous autres, dans notre demande, une de nos demandes, qu'une imputabilité des DPJ et leurs délégués soit définie et adaptée à chacun des niveaux de responsabilité, que les usagers puissent dénoncer les abus du système DPJ. Alors, c'est impossible aujourd'hui à cause de la loi, parce que ce sont les journalistes qui seraient le porte-parole pour les... Mais à la base, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin vraiment de la loi sur la protection de la jeunesse? Est-ce que l'État québécois ou n'importe quel autre État peut jouer aux parents à un maman aimante ou à un père aimant? Impossible. Est-ce qu'on n'a pas de la police, le code criminel contre les parents qui abusent de leur autorité, qui violentent leurs enfants? On a la police, on a le code criminel, on a la cour criminelle qui peut juger ces cas. Mm-hmm. Dans les cas où l'enfant est enlevé pour soi-disant maltraitance de l'enfant, les parents sont jamais jugés, ou quasiment jamais. Non. Alors, on voit à quel point c'est bidon. C'est un jeu incroyablement morbide et j'ai pas d'adjectif pour titrer ça. Mais par contre, à supposer qu'on change pas la loi, est-ce que c'est possible de rendre les intervenants imputables de leurs gestes? Non, impossible en vertu de cette loi, parce que la loi déjà rend l'impunité aux intervenants. Sauf si on oblige les intervenants de faire partie d'une corporation professionnelle. À ce moment-là, ils peuvent être attaqués personnellement via leur syndic, le syndic de leur ordre. Ils ont leur propre système à eux, interne. La plupart du temps, les intervenants n'ont aucune formation expert. Il y en a, mais c'est pas suffisant. Hein. D'ailleurs, même le coroner soulignait dernièrement, dans le dernier rapport, qu'effectivement, il y a un manque de formation des éducateurs. Donc, ça va dans le même sens. Hein. Madame Bouchard, vous vouliez rajouter quelque chose? Bien, écoutez, c'est certain, vous parliez des jeunes contrevenants. Une autre chose qui faisait partie de nos demandes, que les services aux jeunes contrevenants soient soustraits de la responsabilité des centres de jeunesse. Vous connaissez Kaléidoscope? C'est le média du développement collectif au Québec. Publié 3 fois par année, il informe, suscite les échanges, favorise la réflexion. Le numéro d'automne porte sur les inégalités sociales. L'État se désengage, qui prendra la relève. Pour recevoir votre Kaléidoscope et même y contribuer, allez sur le site mediakaléidoscope.org et devenez membre. Kaléidoscope, le développement collectif dans tous ses états. mediakaléidoscope.org. HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. Multilingue international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Une expérience universitaire à votre portée. Venez nous rencontrer à la journée porte ouverte le dimanche 8 novembre de 10h à 16h. Information hec.ca. HEC Montréal. Jusqu'où irez-vous? Coup d'envoi des 30 ans de Nuit d'Afrique avec le grand retour sur scène de la superstar de la musique africaine, Youssou N'Dour. Le jeudi 12 novembre à l'Olympia de Montréal. Bien en vente sur admission et à l'Olympia. Pour plus d'infos, www.festivalnuitdafrique.com. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.